Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courvette, l'émission à racaille du mardi 12 février 2019. Dieu que le temps passe vite. Pour la partie artistique qui est consacrée aujourd'hui à Midi Mimi Fantastique, une revue mythique dont nous avons interviewé la compagne en quelque sorte, de celui qui a impulsé cette revue, qui s'appelle Geneviève, la suite Geneviève Solange-Camp, et c'était Michel Camp qui était à l'initiative de cette revue. Alors qu'on a rencontré il y a quelques jours, on est allé chez elle avec ma camarade Piquet-Cou, et dans le 12e, on a fait un petit crapahut, après être passé et nous restaurer d'un couscous, un petit immeuble curieux, enfin avec des escaliers tout à fait parisiens, c'est-à-dire très casse-gueule, qui montaient d'une manière assez raide, et on est entré dans un appartement assez étrange, mais pas du tout étrange quand on sait qui l'a habité et qui l'habite toujours, c'est-à-dire Geneviève. Voilà, c'est un petit peu. Moi, je pensais au décor de Dracula, parce que c'est tendu d'un rouge cramoisi avec une moquette extraordinaire. Avec des feuilles, des fleurs, je sais plus, enfin très très riche en tout cas, très belle, et puis des bouquins, et puis des meubles, et puis voilà. On a été reçus d'une manière assez peu ordinaire, avec des gâteaux, des confiseries, et puis un petit vin blanc, pas mauvais du tout, un petit vin blanc dont j'ai bu 3 verres, j'ai fini celui de ma camarade aussi en même temps, alors pourquoi pas, il fallait quand même un peu sortir de cette impression étrange de côtoyer le surnaturel. Voilà, non mais Geneviève n'est pas du tout surnaturelle, hein, c'est une femme assez, même très intéressante, qui sait parler, vous allez pouvoir vous en rendre compte au cours de cette interview, qui sait très bien parler de ce qu'elle a vécu aux côtés de ce compagnon complètement, on peut le dire quand même, un peu foldingue, voilà, qui a créé une revue, cette revue mythique, il avait à peine 20 ans, et qui a aussi créé d'autres revues, comme Zoom par exemple, que je lisais quand je travaillais dans la presse pour un journal concurrent, un magazine concurrent, voilà, que je trouvais magnifique, en mise en page, dans le choix des sujets, etc., dans l'éditing des photos, c'était quelque chose de magnifique. Voilà. Donc on était dans l'antre d'un créateur, là, avec cette femme extraordinaire qui a porté en partie sur ses frêles épaules cette aventure qui devait être quand même assez lourde à porter, parce qu'on sait bien, et c'est pas ma camarade de combat qui vous dira le contraire, que les créateurs sont des gens avec des égos surdimensionnés, qui sont la plupart du temps complètement invivables, et je pense que cette Geneviève a dû en subir quelques conséquences, voilà. En tout cas, elle a une humeur assez belle, assez égale. Elle sait sourire, elle sait rire, et c'est quand même d'être passé par là et de rester aussi naturel, aussi gentil, c'est quand même un exploit assez extraordinaire. Voilà. Donc vous allez écouter plutôt tout ça au cours de cette interview. J'espère que vous ressentirez ce qu'on a ressenti nous en la côtoyant. Voilà. Ah oui, j'avais oublié de dire que c'était dans sa vie civile une institutrice. C'est assez curieux de voir, de connaître sa vie en quelque sorte intime, qui était très loin d'une vie d'institutrice qu'on suppose une vie rangée. Ce n'était pas tout à fait le cas de Geneviève. Voilà.
Enfin, il me semble en tout cas. Ouais. Donc effectivement, on va retransmettre toute cette interview qu'on a fait. Alors, il faut préciser que cette revue Midi Minuit, qui est parue dans les années 60, et justement, on va le comprendre dans l'interview, est en cours de réédition, donc sur plusieurs volumes, et participe également à cet entretien. Donc Nicolas Stanzik, qui est un jeune universitaire historien. D'ailleurs, il va se présenter dans le cours de l'entretien. Qui participe de cette réédition de Midi Minuit. Donc voilà, on leur laisse la parole. Pour à la maison un livre de sciences naturelles sur lequel, mais j'allais pas encore à l'école, j'avais moins de 6 ans, ça c'est une chose certaine, livre de sciences naturelles dans lequel il y avait le squelette humain. C'était la première fois que je voyais ça, je devais avoir 4 ou 5 ans, et ça a été, mais l'horreur et l'incompréhension, j'avais ça en moi, c'était je me demande si ça n'a pas été un déclic. Probablement. Depuis que je suis toute petite, je suis, c'est vrai, fascinée par des trucs comme ça, des têtes de mort, des trucs macabres et tout. Et mais je sais pas d'où ça vient. Et je me rappelle que, enfin, mes parents, mon père surtout, me disait oui. Tu es malsaine, morbide, perverse et tout. Et un beau jour, j'étais au lycée, j'étais en terminale, une copine de classe est arrivée et a dit regardez ce que mon père a trouvé. Son père était un grand cinéphile, cinéphage même et tout. Et elle vient avec les 2 premiers numéros de Midi Minuit. Alors là, je me suis sentie... D'abord mais j'en aurais pleuré de bonheur. Et en plus de ça, voir que des gens faisaient un magazine, et puis un magazine, pas un fanzine, pas de la polycopie, un vrai magazine, sur tout ce qui me passionnait, et le faisait sérieusement, mais je me suis sentie gonflée de... Oui, puis légitime. Oui, c'est légitime, vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce qui n'a pas empêché mon père de me dire... il y a des gens aussi toqués que toi. Mais c'était déjà donc Michel Camp qui... Oui, c'était Michel Camp, oui. Michel Camp et Jean-Claude Romer. Et j'ai écrit à Midi Minuit. Moi, j'étais, mais qu'on puisse... J'imaginais pas que ça arriverait un jour. Et adolescente, vous avez... Adolescente, oui, j'avais... quel âge j'avais 15 ans, 15-16 ans. C'est culotté. Pour cette oui, époque, en tout cas. Oui, non, mais là, j'étais tellement passionnée par tout ça que j'ai même pas pensé que ça pouvait être culotté ni rien. J'ai écrit pour dire... Et j'avais à ce moment-là, Christopher Lee était un de mes fiancés. Et, le comte Dracula. Non, il était très beau. Il était extraordinaire. Il était très beau, ça, le cauchemar de Dracula, c'est... c'est un des premiers que j'ai vu au Midi Minuit. Sur les boulevards. Ah ouais, boulevard Poissonnière. 17, je crois, boulevard Poissonnière. Ça, je me souviens pas de l'adresse exacte. Station Strasbourg-Sénégal. Ouais. Alors, il y avait des films comme ça, puis des films un peu plus érotiques. Voilà, quand on était ado, on faisait la bleue, et puis on allait au Midi Minuit. Alors là, moi, je séchais l'école je séchais le lycée avec une copine, et on allait au Midi Minuit, au Brady. Qu'est-ce qu'il y avait encore dans le coin? Le Far West. Dans le 18e, il y avait le Colorado. Alors tous ces cinémas-là, ça commençait à 10h le matin. C'était permanent. C'était permanent et c'était moins cher de 10h à midi. Alors vous avez écrit donc Midi Minuit. À Midi Minuit, ce journal fantastique. Et ils vous ont répondu. Ah ben non seulement on m'a répondu, mais je demandais si je pourrais entrer en contact avec Christopher Lee. Non seulement on m'a répondu, mais c'est Jean-Claude Romer qui m'a répondu. Oui, et qui m'a dit qu'ils avaient été ravis à Midi Minuit de recevoir la lettre d'une femme. Très jeune femme. Voilà, une jeune fille, plutôt, non? D'une lectrice féminine. D'une lectrice aucune ne s'était manifestée jusque-là et qu'ils en étaient absolument ravis et que pour fêter l'événement en quelque sorte, il faisait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, c'est me donner l'adresse de Christopher Lee, à qui je n'ai jamais écrit d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas, je me demande si le principal n'était pas d'avoir son adresse. Ouais. Et je l'ai rencontré beaucoup plus tard. Ah, quand même. Oui. C'est un géant. Hein.
Oh, il était très grand, mais surtout très décevant. Ah ouais. C'est toujours ça, les fantasmes. Ouais. Oh oui, non, mais là, en plus de ça, il avait, je sais pas d'où il revenait, il avait une chemisette bleue avec des Mickey dessus, c'était... Vous ne savez pas très vampire. Hein. Ah, gratuit, on a pris un sacré coup. Oui, quand même, vous avez rencontré cet acteur mythique. Oui, non, mais ça c'est très décevant. Plus mythique du tout en vrai. C'est là que vous avez rencontré déjà, quand vous avez 15 ans, votre futur mari? Oh oui, mais ça, on a mis longtemps à se marier. C'est que... Comment? Donc, il y a eu cette réponse. Et puis alors là, bon, je me rengorgeais parce que Midi Minuit m'avait répondu. J'étais vraiment contente et tout. Et... c'était édité au Terrain Vague par Eric Losfeld. Ah, Losfeld. Ah oui. Et pendant un moment, alors je suis plus du tout allée en fac, je faisais l'ouverture du Terrain Vague tous les matins, la librairie du Terrain Vague. Et le jour où Eric Losfeld a dit en me voyant, ah, le soleil du Terrain Vague, j'ai été, mais... encore. Ah, c'est fabuleux. Ah. Mais non, parce que Losfeld, c'est un type bien. Ah oui. C'est un grand bonhomme. Ah oui. Et il m'a fait. Alors, j'étais contente parce qu'il m'a fait plein de cadeaux que paraît-il, il n'en faisait jamais à personne. Alors là encore, Midi Minuit, le Terrain Vague, je savais plus. C'était vachement bien. Et puis, je lisais dans Midi Minuit des articles de Michel Camp que je trouvais ils étaient bien ces articles, vraiment très très bien. Et je me dis, wow. Et en fait, je suis tombée amoureuse de lui, d'abord à travers les articles qu'il faisait, sans l'avoir jamais vu. Puis je l'ai rencontré, et en plus de faire des articles vachement bien, il était très beau. Mais ça casse pas les choses. Ce qui arrange bien, mais non, il était beau, Michel. Nous plumes, nous nous aimâmes, et voilà. Mais donc, Émilie, en plus de ça, vous parliez tout à l'heure d'engagement. Alors, Midi Minuit, ça a été vraiment un truc somptueux au point de vue présentation et qui parlait de tout ce qui était décrié, rejeté, qui faisait que vous étiez traité de malsain, de pervers, de trucs, de machin. Et là, ça prenait, ça c'est le terme bateau, mais vraiment des lettres de noblesse. On sortait du trou des choses, des secrets très intéressants, très prenants, et on les mettait en valeur. C'est une revue manifeste. En fait, c'est ça le truc. C'est une revue pionnière parce que c'est la toute première en France et en Europe à s'intéresser au fantastique, donc ça c'est une chose. Mais c'est surtout une revue manifeste. Il y a eu un manifeste des surréalistes, ok. Midi Minuit, c'est le manifeste des amateurs de vampires, de monstres, de loups-garous, de tout ce qu'il ne fallait pas aimer, ce qu'il était impossible d'aimer, ou tout ce qui était indéfendable à l'époque. Voilà. Parce que si on prend le fantastique vraiment de l'actualité brûlante de l'époque, c'est-à-dire les films de la Hammer, Terence Fisher, Dracula, Frankenstein, Peter Cushing, Christopher, tous ces trucs-là, à l'époque, ça déclenche des levées de boucliers complètement délirants dans la presse, dans l'ancêtre de Télérama qui s'appelle Radio Cinéma Télévision. Pour le cauchemar de Dracula, ils avaient fait tout un article sur 2 pages, c'était non, et non. Ouais. Et en gros, c'est le point d'orgue de l'article, c'est ce film est un attentat caractérisé à la dignité du public. Ce film va créer des générations de détraqués et de pervers. Enfin voilà, c'était de cet ordre-là. Et alors, pas tromper. Non, nous sommes là la première parution de Midi Minuit, c'était quelle année alors 1962. 62. Voilà. Mais je pense que ça a ouvert la voie à Harakiri, parce que Harakiri, longtemps après, sur d'autres sujets, il était considéré exactement comme le Midi Minuit. Voilà, il y avait, c'était interdit. C'était la transgression totale. Tout à fait. Voilà. Ce qui est passionnant aussi dans Midi Minuit, c'est que, c'est tous les gens qui s'y sont côtoyés. Donc, bien sûr, Michel Camp, fondateur, le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs, faut le faire. Il avait 20 ans quand il lance Midi Minuit. Ah ouais. Voilà. Donc c'est quand même le symptôme d'une époque, ça, voilà.
Donc Jean-Claude Romer, qui a été co-rédacteur en chef avec lui, Alain Lebris, Jean Goulet, figure très importante, parce c'était quelqu'un qui les a parrainés, qui était un peu à l'avant-garde de tout ce qui était contre-culture, underground, etc. Mais ce qui est passionnant, c'est que quand on voit tous les gens qui ont écrit dans Midi Minuit, il y a par exemple Philippe Drouillet qui a fait ses premières planches de BD, mais il y a aussi des textes d'Eugène Ionesco, il y a Roland Topor, il y a... Roland Topor à Rakiri, et Charlie, voilà. Tavernier, Boissé, ils ont tous écrit dans Midi Minuit, Jacques Sternberg, etc. Et ce qui est dément, c'est de se dire que tous ces gens qui, quelque part, ont fait la contre-culture plus tard, ils avaient tous en commun l'amour du fantastique. Le dénominateur commun, c'était ça. Ce par quoi tout a commencé, c'était le fantastique. Et alors, un fantastique, parce qu'après, il y a eu les esprits forts qui se sont mis à rigoler. Après, quand il y a eu des salles comme le Styx qui devait être rue de la Huchette, où tout le monde venait pour rire un bon coup, mais ça, c'était dans les années 75-80. Mais au moment où ça a commencé, dans les années 62, le cauchemar de Dracula était interdit au moins de 16 ans. Et je me rappelle le pavé italien, c'est consigliano li persone sensibili non vedere il film da soli. Voilà. On conseille aux gens sensibles de ne pas voir le film seul. Oui, c'était interdit au moins de 16 ans. Je crois que La malédiction des pharaons était interdit aussi au moins de 16 ans. La plupart de tous ces films, dans les années fin des années 50, début 60, c'est vraiment interdit au moins de 16 ans. Après, au milieu des années 60, ça commence à devenir moins de 13. Moins de 13. Voilà. Et la revue interdite aux mineurs. Et la revue en réalité n'a pas été tout de suite interdite aux mineurs, mais il y a, à partir d'un certain numéro, je crois que en réalité c'est vers le 20-21. Oui. Il y a eu cette mention interdite aux mineurs. En revanche, il y a eu des problèmes de censure. Voilà. Oui, il a failli y avoir des problèmes de censure, pour être précis. Il y a eu un numéro spécial, c'était le numéro 8, spécial érotisme et épouvante dans le cinéma anglais. Voilà. Et c'était un numéro avec une iconographie très audacieuse pour l'époque. Et en fait, ce numéro a vraiment tout de suite attiré un grand nombre de lecteurs. Enfin, ça a été un gros succès. Il était de bon ton de se balader à Saint-Germain avec son numéro 8 de Midi Minuit dans la poche pour dire voilà, je fais partie du club. Exactement. Mais le problème, c'est qu'un jour, il y a eu une descente de police chez Eric Losfeld pour saisir les stocks de ce numéro, parce que concrètement, voilà, il y avait une volonté de censure. Mais Eric Losfeld a été malin. Il a dit que le stock était épuisé, que c'était fini. Et heureusement qu'il l'a dit, parce que si les stocks avaient été saisis, il aurait pu... Non seulement le numéro aurait été censuré, mais il y avait une loi à l'époque qui faisait que quand un numéro était censuré d'une revue, ou une publication était censurée, l'éditeur avait obligation de présenter devant la censure tout autre ouvrage qu'il allait publier, pour peu qu'il soit de même nature. Sachant que de même nature, ça voulait dire, en gros, il aurait fallu le censurer également, ou alors ça voulait dire que... oui, puis voilà. C'était interdit, c'était pas carrément interdit, c'était bien plus au loin, c'était interdit aux mineurs, interdit à l'affichage, c'était pas interdit, sauf que on ne le connaissait pas. Voilà, mais le problème, c'est que s'il y avait eu une interdiction de ce type, par exemple, il aurait été obligé, pour le numéro suivant, de présenter, de le faire imprimer à 5000 exemplaires, puis de le présenter devant la censure, qui aurait pu dire bah non. Donc tout un tirage serait parti. Donc ça aurait été la fin de Midi Minuit. Donc Losfeld a été malin, il a dit que le tirage était épuisé, ce qui était plus ou moins vrai, parce qu'il restait quelques stocks qu'il avait plus ou moins, je crois, cachés en Belgique, en Angleterre, il y a eu des histoires comme ça. Mais il n'a pas pu le réimprimer, du coup, ce numéro, parce que s'il le réimprimait, alors là, il y avait tout de suite la police qui lui serait venue. Et donc du coup, ça fait partie de ces numéros qui n'ont pas pu être réimprimés, donc il est devenu rare ici, mais c'est devenu le numéro mythique, l'introuvable numéro 8 de Midi Minuit Fantastique. C'était coté 1000 euros. Oui, qui a été. Avant la réédition, je ne sais pas ce que ça en est maintenant. Voilà. Donc ça a nourri un culte vraisemblable. C'était prévu pour être publié tous les 2 mois à la base, mais en fait, en réalité, il y a eu 24 numéros en 10 ans. Il y a eu une année où il n'y en a quasiment pas eu, je crois 68, il n'y a pas eu de numéro de Midi Minuit, parce que c'est une année où Eric Losfeld a plein de problèmes de censure pour d'autres publications, et donc du coup ça perturbe un peu la périodicité, mais il y a des numéros doubles qui sont moins épais que des numéros simples. Voilà, ça change tout le temps comme revue. C'était une revue en perpétuel renouveau. Et en plus de ça, bon, moi tu parlais de 68. Je pense que Midi Minuit, en fait, les publications comme Midi Minuit, c'est un avant-goût de 68. C'est la proclamation d'un jouir sans entrave signifiée. Comment Midi Minuit, moi je pense vraiment que ça a été
une ouverture, bon, assez discrète, mais que ça fait partie de tout un mouvement de choses qui bouent et qui sont prêtes à éclater. Tout à fait. Non, ça, je suis absolument d'accord. Absolument. Ouais. C'est un des trucs qui est à l'origine de la révolution pop d'une manière plus globale, quoi. Ouais. Par exemple, si on prend deux numéros 1 de Midi Minuit, si on prend simplement la couverture, voilà, c'est une photo de plateau tirée de La Nuit du loup-garou. Il y a un loup-garou qui est joué par Oliver Reed qui étrangle une jeune femme qui est jouée par Yvonne Romain. Quand on voit cette photo dans le contexte de l'époque, c'est déjà une espèce de transgression démente. C'est le cinéma d'épouvante dans toute sa modernité, érotique, sanglante, c'est Eros et Thanatos reformulé avec une agressivité assez sidérante. Ça déjà en soi, c'est un choc. Mais il y a plus, parce que cette photo, elle a un sens caché. Cette photo, en réalité, c'est une photo de plateau qui représente une scène qui n'est absolument pas dans le film. Or, dans le film, la jeune fille qui est sur cette photo, c'est la mère du loup-garou. Et elle meurt au moment de le mettre au monde. Ce qui fait que ceux qui ont vu le film reconnaissent dans cette photo en ouverture de Midi Minuit comme un appel subliminal, c'est-à-dire une manière de se focaliser sur un objet, le cinéma d'horreur, mais une manière de le regarder, la subversion, parce que c'est quoi ? C'est une provocation incestueuse. Voilà. Et là, bon, en ce qui concerne le Midi Minuit, le terrain vague, il y avait il y avait la librairie du Minotaure aussi, il y avait tout un microcosme. Oui, qui était vraiment, mais passionnant. Moi, je suis ravie d'avoir vécu cette époque-là. Mais ça veut dire que vous passiez des heures à voir les films. En fait. J'en voyais 80 par mois. Oui. Ah, c'est ça. Je gardais les tickets, vous savez, c'est les petits tickets roses, bleus, jaunes et tout. Je les gardais, je les mettais dans un petit truc, dans un petit fil de cuivre, et je les rangeais. Il y avait le titre des films derrière. Je voyais 80 films par mois, à peu près. Je n'allais pas les étudier. Tu faisais des enquêtes sociologiques à la sortie des cinémas. Oui, non, mais ça. Ça, il faut raconter ça. Oui, non, j'avais une amie, une excellente amie que je connais toujours d'ailleurs. On allait toutes les deux, donc, et un jour, on a décidé de faire une enquête sociologique, c'est peut-être beaucoup dire, mais de parler avec les gens qui regardaient les films fantastiques et de savoir ce qu'ils en pensaient. Alors on avait préparé des questions, puis on attendait les gens à la sortie des cinémas, puis on leur demandait s'ils avaient un moment, on leur disait qu'on écrivait un livre sur le cinéma fantastique et s'ils voulaient bien nous répondre. Et il y avait des trucs extraordinaires, en particulier des très jeunes gens qui étaient tout contents de l'aubaine, parce qu'on était drôlement mignonnes et tout. On mettait des alliances qu'on avait achetées à prix unique pour faire sérieux. Et je revois un groupe de jeunes garçons. Ouais, ils sont mariés, ils ont des alliances. Et bon, et on leur donne. Le truc, ça avait été surtout sur l'effroyable secret du docteur Hitchcock. L'effroyable secret du docteur Hitchcock, c'est qu'il est nécrophile. Et alors là, la question piège, c'était quel est selon vous l'effroyable secret du docteur Hitchcock? Alors bon, on se sentait fiers parce qu'on le savait, nous, et puis, mais non, mais ça a été un moment, puis on écrivait, mais on n'avait pas de magnétophone, alors on écrivait.
C'était la musique de Dracula avec James Bernard, le compositeur. Et toi, alors, comment tu es venu à cette espèce de passion pour cette forme de cinéma? Moi, c'est venu très tôt aussi. Ah ouais, d'accord. En fait, Midi Minuit, c'est aussi une histoire de cœur pour moi. Moi, je me positionne pas comme... Enfin, je fais un boulot d'historien sur tout ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, je viens de ça à la base, mais moi, c'est d'abord un truc de passion, une histoire de cœur, une histoire de rencontre, etc. De la même manière, mais à une autre époque, des années plus tard. Le fantastique, pour moi, ça a démarré quand j'avais 7 ans, avec une vision manquée. Il y avait le cauchemar de Dracula qui passait au cinéma de minuit. Il y avait une double page dans Télé 7 jours, dont une affiche. Ça avait l'air complètement dément. Je voulais absolument voir ce film. Mais j'avais 7 ans, j'étais en CP, j'avais école le lendemain. Mes parents m'ont dit, hors de question, va te coucher. Donc j'ai pas pu voir le film. Et je l'ai fantasmé pendant des années avant de pouvoir le voir, tout simplement. Et le fait de fantasmer les films, de rêver les films, on se fabrique quelque chose mentalement qui est assez inouï, et ça a été le début d'une passion. Des années plus tard, quand j'étais à la Sorbonne, en fac d'histoire, et qu'il s'agissait de trouver un sujet pour faire la maîtrise, je me suis dit, plutôt que de travailler sur un truc dont je me fous, ou juste de faire un exercice universitaire, j'ai envie de bosser, quitte à bosser pendant 1 ou 2 ans là-dessus, vraiment sur quelque chose qui me tienne à cœur. Puis je me suis rappelé, oui, le cauchemar de Dracula, la Hammer Film, je veux travailler sur la Hammer Film, les films de vampires, etc. Et je me suis trouvé une manière de traiter en fac d'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé quand les films ont débarqué en France? Qui les a accueillis à bras ouverts? Qui les a combattus? Qui les a condamnés? Et en filigrane, la question c'était pourquoi moi dans les années 80 je pouvais pas les voir à la télé, pourquoi ça passait jamais? Il y avait quand même un truc bizarre autour de ces films. Puis en enquêtant, j'ai fini par entendre parler de Midi Minuit Fantastique. Et puis en allant compulser la revue en bibliothèque parce qu'on ne pouvait pas la trouver ailleurs, je finis par tomber sur le nom de Michel Camp. Puis je commence à faire des entretiens avec plein de gens. La seule personne qui me manquait à la liste des entretiens que j'ai pu faire, c'était Michel. Et puis je lui passe un coup de fil un jour grâce à Jean-Claude Remer que j'avais pu interviewer, qui m'avait donné son numéro de téléphone. On cale un rendez-vous ici. J'arrive, je traverse Paris. J'entends la radio derrière la porte, là je tape. Et personne ne me répond. Ah, merde. Je retape, je redescends, j'essaie d'appeler, personne. Et je dis, non, il n'y a personne. Je repars chez moi, je retraverse Paris, je rappelle, je retombe sur Michel. Ah oui, mais j'étais pas là. Bon, ok. On recale un deuxième rendez-vous, je reviens, même chose. Bon, ça commence un peu à m'agacer, mais j'insiste. 3e coup, je rappelle, et le 3e coup, ça a marché. C'était un dimanche matin, il m'a enfin ouvert la porte. Et puis je suppose qu'il a vu que j'avais vraiment lu de A à Z Midi Minuit, etc. Parce qu'on s'est bien entendu, on a fait un entretien. J'en ai tiré un mémoire, puis en fait 2 ans après le mémoire c'est devenu un bouquin. Voilà. Ce bouquin-là, dans les griffes de la Hammer, que j'ai sorti une première fois en 2008, que j'ai ressorti une 2e fois en 2010. Voilà, qui est devenu le bouquin officiel de la rétrospective au musée d'Orsay quand ils ont fait la rétrospective Hammer. En fait, ça a vraiment bien marché. Et puis un jour, j'ai fait une exposition de photos qui n'était pas trop loin d'ici, en face de la Flèche d'Or, à la médiathèque Marguerite Duras. Et c'était une exposition de photos de tes photos? Photos, non, une exposition de photos de la Hammer Film. Et d'affiches aussi, il y avait photos, affiches, etc. Il y a eu un vernissage et j'ai proposé à Michel de venir. Vous êtes venu, ce qui m'a fait très plaisir parce que Michel sortait quand même assez peu dans ces années-là. Voilà, et puis il s'est passé la chose suivante. On parle quand même de films qui ont une 50aine d'années, mais ce soir-là, à ce vernissage, la moyenne d'âge était quand même plutôt 25-30. Il y avait vraiment beaucoup de jeunes. Et moi, j'avais fait faire des agrandissements, des retirages photos à partir de couvertures de Midi Minuit. Et tout d'un coup, je constate qu'il y a des gens de 25 ans, 30 ans qui sont devant ces agrandissements de couverture de Midi Minuit, qui sont complètement estomaqués. Et là, prise de conscience, Midi Minuit, c'est la revue qui ne cesse de proclamer la permanence des mythes, c'est-à-dire il y a eu des Dracula au 19e siècle en littérature, il y en a dans les années 20 en Allemagne, il y en a dans les années 30 aux États-Unis, tout tombe en décadence, mais ça revient en Angleterre, etc., etc. Les mythes sont éternels, ils sont toujours reformulés. Et je finis par me dire, mais en fait... la revue elle-même est mythique. De toute évidence, les jeunes gens qui sont là, ils ne savent pas ce que c'est que cette revue, ils n'en ont jamais entendu parler, mais ça les happe comme le comte Dracula et après. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi.
Et j'avais une manifestation grandeur nature de la permanence des mythes avec cette histoire de couverture. Et j'ai dit à Michel, ça a été complètement spontané, mais il y a peut-être quelque chose à imaginer, on devrait peut-être faire des bouquins, ressortir midi minuit, sous la forme d'un livre, ou d'une intégrale, ou mieux d'une intégrale avec des DVD. Parce que peut-être qu'on pourrait faire tout un travail autour, essayer de retrouver les films rarissimes dont vous avez parlé et que personne n'a revu depuis, ou qu'on n'a jamais vu tout court. Et puis c'est né comme ça. Et je me souviens, il m'a fait une réponse très simple. On déjeune la semaine prochaine. Et, voilà. Et d'où les bouquins qui sont en train de sortir. Exactement. Voilà. Et donc ça a été, ça a été vraiment, voilà, ça a été une espèce d'intuition comme ça. Et toute la suite, d'ailleurs, de la réédition, enfin, ça a été quand même une histoire assez incroyable, parce que ça a été une succession de rencontres. Il y a quand même une chose vraiment très très belle. Pour Michel, la figure de Barbara Steele, c'était une actrice extrêmement importante. C'est quand même, on peut le révéler. Michel a dit au début, il n'a pas parlé comme vient de parler Nicolas et comme j'ai un petit peu parlé de la Révolution, de faire éclater les choses et tout. Michel a dit, j'ai créé Midi Minuit Fantastique parce que je voulais rencontrer Barbara Steele. C'est un prétexte. Qui est une actrice donc qui a joué dans les qui a joué elle a joué dans des Fellini aussi, mais qui a joué principalement, qui a été la star, mais vraiment la star du cinéma fantastique, principalement du cinéma italien, et qui était une personne. Bon, elle est maintenant, mais elle est plus pareille, bien sûr, puisqu'elle a près de 80 ans, je pense maintenant. Qui était, mais d'une beauté, mais extraordinaire. Mais vraiment. Mais une beauté particulière, c'est l'incarnation de l'inquiétante étrangeté. Jacques Sternberg lui a dit un jour, vous avez la plus belle tête de mort que je n'ai jamais vue. Et c'est vrai. Mais non, mais là, vraiment. Mais dans cette histoire de relancer Midi Minuit, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que la revue était a priori morte, parce que plus de numéro public depuis 1971. Mais moi, j'ai écrit un long texte en ouverture du volume 1 de la réédition, c'était Midi Minuit as Risen from the Grave. En référence à Dracula as Risen from the Grave. Dracula s'est élevé de la tombe. L'expérience montre que ça fonctionne, ces bouquins sont achetés. Oui, concrètement, c'est ce qu'on a constaté lors de l'exposition photo. C'est-à-dire que moi, depuis, il y a toutes les dédicaces, etc. Il y a autant de gens qui connaissaient Midi Minuit, qui ont toute la collection, mais qui veulent le redécouvrir, parce qu'effectivement, on fait un travail qui consiste à restaurer la revue, à publier les documents qui à l'époque étaient imprimés en noir et blanc, à les publier en couleur quand ils avaient effectivement de la couleur, à apporter des éléments supplémentaires, donc ça c'est une chose. Mais il y a aussi plein de jeunes gens, c'est-à-dire jeunes cinéphiles qui ont entendu parler de cette revue mythique, n'ont jamais pu se procurer un numéro parce que c'était 10 fois trop cher, voilà. Là c'est vrai que j'ai vu que c'est 60 €, ça en fait une revue complètement abordable. Il y a à peu près 4 à 5 numéros par volume. Et en réalité, si on devait s'acheter les 4 ou 5 numéros d'origine, c'est 300, 400, 500 €. Voilà. Donc en fait, notre but, c'était de redémocratiser tout ça, quoi. Voilà. Mais ce qui est inouï avec cette histoire, c'est que donc, Barbara Steele a été le prétexte de la création de Midi Minuit, en fait, le prétexte secret. Mais moi, je pense que ça a été aussi la raison officieuse pour la réédition. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'est rencontré avec Michel au restaurant, je lui ai dit à un moment donné, je pense même qu'on pourrait imaginer que Barbara Steele préface un des volumes de la collection. C'est ce qu'elle a fait. Il m'a dit, vous croyez? Je lui ai dit, oui, je pense qu'on doit pouvoir la retrouver. Et on l'a retrouvée. Et effectivement, il y a eu un moment vraiment extraordinaire où j'ai écrit un mail à Barbara, parce que Michel n'avait pas d'adresse mail. Elle a appelé depuis Beverly Hills où elle habite, et donc elle a appelé ici. Elle a appelé ici, c'est moi qui l'ai eu au téléphone, et elle a rappelé plusieurs fois. Donc ça a été, mais pour elle aussi, c'est un souvenir. C'est un souvenir extraordinaire. Et voilà. Et donc la prise de contact s'est refaite comme ça. On lui a envoyé le volume 1. Et puis après, moi, je lui ai proposé d'écrire la préface du volume 2. Ce qu'elle a fait. Alors, et c'était, elle avait fait une réponse, mais vraiment adorable. Et c'était vraiment très. Et puis sa préface était super. Et ça, je pense que ça a été une des dernières grandes joies de Michel, d'ailleurs. Cette préface, ça, il en était. On a travaillé sur le volume 2. Michel est décédé. Et en revanche, quelques mois après, alors là, ça a été pour moi une sorte de choc. Un jour, je rentre chez moi un soir, téléphone sonne, un numéro que je ne connais pas, une voix féminine au téléphone, et avant même qu'elle me dise son nom, je comprends qui c'est, je reconnais,
Puis elle me dit Hello, Barbara speaking, I just arrived from LA. Elle me dit ça comme ça. Waouh, Barbara Steele m'appelle et elle me propose qu'on se retrouve le lendemain dans un café. Et bah oui, évidemment quoi. Alors je suis à la fois très impressionné, puis enfin, c'est quand même assez inouï comme situation. Jamais j'aurais imaginé que j'allais retrouver cette icône un jour. Voilà. Je prépare une interview d'ailleurs. Je me dis bon bah je suis passé. Et en fait, rien ne se passe du tout comme je l'ai prévu. C'est elle qui me bombarde de questions. J'ai pas pu poser une seule question. C'était, mais comment es-tu arrivé sur Midi Minuit? Qu'était devenu Michel? Comment ça marche Midi Minuit aujourd'hui? Et que des questions qui, à un moment donné, montraient à quel point ça avait été important pour elle. Pour elle, énorme. Non, après, ce qui me passionne, c'est vraiment Après, c'est mon goût pour le fantastique. Effectivement, il y a un côté défi à la mort et ce qui est mort en réalité ne l'est pas, est toujours susceptible d'être ressuscité d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, en fait, concrètement, le travail sur ces bouquins, c'est ça. C'est-à-dire que on s'est pas contenté de rescanner la revue. On a essayé de retrouver toutes les photos qui avaient été publiées à l'époque pour vraiment partir des plus beaux tirages possibles avec les moyens techniques actuels. On a ressaisi tout le texte, on l'a réhomogénéisé, on a retrouvé des textes inédits, j'en ai écrit plein. En fait, moi après j'ai essayé de faire un chemin de fer en disant pour mon éditeur, telle photo va à tel endroit, ça c'est telle page, mais le texte il faut qu'il tombe à la fin ici et que ça s'enchaîne pour essayer d'être en même temps fidèle à ce que c'était mais en réadaptant les choses. Et en fait moi, mon boulot très concrètement, ça a consisté à redonner vraiment tout Midi Minuit en pièces détachées et à balancer une espèce d'électrochoc frankensteinien pour redonner vie à la bête. Quoi. Et ça a vraiment marché. Quand tu parles de chemin de fer, tu fais un boulot de rédacteur, d'une rédaction. Oui, c'est ça. Un boulot d'une rédaction. En fait, c'est assez curieux parce que je me retrouve à la fois refaire le geste qui était celui de Michel et de Jean-Claude Romer, etc., et toute l'équipe à l'époque, c'est-à-dire parfois ressaisir les textes, les relire, les corriger quand il y a deux lignes qui sont inversées ou une coquille qui s'est glissée dedans, et donc il y a ce boulot-là. Mais retrouver les photos, donc je suppose qu'ils ont passé des heures aussi à sélectionner des photos, etc. Donc moi je vais aller essayer de les retrouver dans les collections. Le boulot de Nicolas, ça a été, ce qui est agréable, c'est que, ce que je trouve, ce qui me plaît bien, quoi, c'est cette passion qui anime tout ça, parce que Midi Minuit, c'est une affaire de passion, il n'y a pas de problème. C'est une affaire de passion. Michel raconte une chose, il n'était pas payé pour faire le magazine, et un jour, et ça lui plaisait tellement de le faire que le jour où Eric Losfeld lui a mis des billets dans la poche pour Midi Minuit, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas du fait de pouvoir être payé parce qu'on exerçait sa passion à fond. Et là, vous êtes parti sur combien de volumes? Alors, 4 volumes. Là, on vient de faire le 3e. L'ironie fait qu'on va, au final, passer, je pense, autant de temps à rééditer cette revue, parce qu'on s'y est mis en 2011, que eux, à la faire à l'époque. C'est-à-dire que c'est une affaire de 10 ans, finalement, quasiment, ce truc-là. Voilà. Et après, il y a un autre aspect qui, moi, me tient vraiment à cœur aussi, c'est que je parlais de faire revivre des choses. Voilà, c'est un point de vue sur les choses. Mais en fait, je pense tout simplement que Midi Minuit n'était pas passé, que ça nous parlait toujours aujourd'hui. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de me tourner vers le passé en tant que tel. C'est pas comme les vrais historiens. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les historiens dans l'histoire, c'est le miroir réfléchissant qui nous ramène au présent. Quoi, voilà. Or, Midi Minuit, il y a quelque chose de toujours extrêmement moderne et d'extrêmement présent. Dans les années 60, il s'agissait de lutter vraiment contre la bêtise, l'inculture, l'étroitesse d'esprit, une manière étriquée de penser le monde, un rationalisme rétréci et non pas aussi authentique que ça. Et donc, il y avait vraiment une manière de proclamer la toute-puissance de l'imaginaire. Et dans ce contexte-là, c'était vraiment subversif et émancipateur. Voilà, c'est vraiment ça. C'est en ce sens-là où ça mène à mai 68, où ça mène à la Révolution pop, où Michel a cette intelligence inouïe, critique dans le numéro 1, de parler d'une séquence clé du cauchemar de Dracula qui nous mène finalement tout droit à I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones, par exemple. Il y a une manière de dire, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que Dracula n'est pas là, c'est Lucie qui rêve de Dracula, et donc c'est un désir féminin qui s'épanouit loin de toute coercition morale, bourgeoise, ou tout ce qu'on veut. Il y a tout d'un coup, il y avait vraiment l'idée d'un jouir sans entrave. Et il y a une scène dans le cauchemar de Dracula que j'aime particulièrement, c'est lorsque la femme d'Holmwood, qui est jouée par Melissa Strebling, Mina. Lorsque Mina Holmwood, donc,
Bram Stoker. va à un rendez-vous de nuit avec Dracula, et son mari la cherche le matin, elle n'est pas là, et tout d'un coup elle revient, elle a un visage, mais on sent l'épanouissement, la découverte qu'il vient d'y avoir, et ça vraiment c'est toutes les ellipses qu'on était obligé de faire à cause de la censure et tout, mais le visage et l'actrice qui a le rôle, la Melissa Stribling, n'est pas de beauté. Mais là, lorsqu'elle revient, j'étais sortie, il faisait si beau ce matin, en se caressant le visage avec son col de fourrure, on sent vraiment qu'elle vient d'avoir une révélation. Vraiment, et on le sait, on le touche. Et donc dans les années 60, c'est vraiment ça, Midi Minuit, mais aujourd'hui, il y a, je pense, le même besoin de l'imaginaire, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus une affaire simplement d'émancipation contre des structures un peu archaïques culturelles de la société ou religieuses, etc., qui maintenaient une espèce de chape de plomb. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un vrai envie dans des temps hyper réactionnaires à plein de niveaux, et l'imaginaire, justement, c'est la dernière résistance qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Et de ce point de vue-là, Midi Minuit, c'est un vrai antidote. Tient sa place, exactement, tient sa place parce aujourd'hui. qu'actuellement, ce que je vois, il n'y a pas de censure. Mais on est arrivé à faire en sorte que les gens C'est ce que j'allais dire. C'est ce qui est encore bien pire qu'une bien censure. sûr. Voilà. Et c'est que Midi Minuit, je trouve, a vraiment une place dans le fait que c'est cette ouverture, cette explosion. Et la raison de cette place que peut tenir aujourd'hui Midi Minuit, c'est pas simplement parce qu'il parle de fantastique, parce qu'après tout, il y a aussi des revues actuelles qui parlent de fantastique, mais c'est parce que en fait, les discours qui ont été formulés à un moment donné sur le cinéma de l'époque dépassent le cinéma de l'époque. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste ancré dans une époque où à parler de films gothiques des années 60, ce genre de choses. En fait, c'est vraiment une revue manifeste. Et à partir du moment où c'est une revue manifeste, on peut y revenir autant qu'on veut. Je veux dire, c'est toujours une référence, c'est toujours quelque chose par rapport auquel on peut se positionner. On peut se dire, ce regard midi-ministe, spécifiquement midi-minuit, il est toujours moderne et on peut l'appliquer à des objets modernes, on peut appréhender le monde d'aujourd'hui avec ce regard. Et il nous sert et il nous sauve même parfois. Non, puis surtout c'est la question de l'imaginaire, mais de l'imaginaire vraiment dont on avait honte. Croire aux fantômes, bon, ça se fait pas. Croire aux vampires, ça se fait pas. Penser qu'on peut construire un homme avec des petits morceaux de cadavres, ça se fait pas. Et arriver à le dire et à le faire passer, à le glorifier, je trouve que c'est quelque chose qui a tout à fait toujours sa place. La femme se pendant de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, et pétrissant ses seins sur le fer de son busc, laisse couler ses mots, tout imprégnés de musc. Moi, j'ai la lèvre humide, et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants et fais rire les vieux du rire des enfants. Je remplace pour qui me voit nu et sans voile la lune, le soleil, le ciel et les étoiles. Je suis mon cher savant, si docte aux voluptés, lorsque j'étouffe un homme en mes bras redoutés, ou lorsque j'abandonne aux morsures mon buste, timide et libertine, et fragile et robuste, que sur ces matelas qui se pâment des mois, les anges impuissants se donneraient pour moi. Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle, et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre flanc gluant, toute pleine de pu.
Je fermais les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris, à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes qui de même rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le vent pendant les nuits d'hiver. C'était les Métamorphoses du vampire, donc un poème de Charles Baudelaire interprété par Richard Ancry. Si on avait envie maintenant de revoir tous ces films, c'est possible. À la Cinémathèque, il y a des DVD. Il y a plein de DVD, il y a même des éditions collector en haute définition, bardées de bonus qui sortent de beaucoup de ces films. Alors pas tous, mais pour la plupart des grands classiques midi minuit sont largement disponibles aujourd'hui. Tous les films, tous les Hammer et tous les gothiques italiens. Oui, voilà. Sont... Le corps et le fouet est sorti avant-hier en haute définition. Le corps et le fouet. Le corps et le fouet, c'est un film donc de Mario Bava avec Christopher Lee et Dalia Lavi. C'est un film très 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 érotique. On ne voit pas trop de morceaux de peau. Il n'y a pas de problème. C'est un film sur le sadomasochisme et on a envie de se faire fouetter pendant des siècles. En fait, c'est un film extrêmement important, ce que tout le monde n'avait pas décelé à l'époque. Vu d'aujourd'hui, c'est une évidence. C'est les premiers à en avoir parlé. Évidemment, c'est Midi. Mais c'est vraiment un film qui anticipe de 4 ans Belle de jour de Buñuel, par exemple. C'est une errance psychique et physique féminine sidérante. Et en même temps, on peut aussi le voir comme un prolongement de ce qu'il y a de plus génial dans Vertigo d'Hitchcock. C'est-à-dire comment recréer l'être aimé selon ses fantasmes et selon un certain nombre de fétiches par la magie d'un regard. Par le fétichisme, oui. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Oui. Les couleurs qui étaient employées à l'époque, je revois ces intérieurs avec du vert, du violet, mais c'est des gens qui savaient faire du cinéma. Mais vraiment, c'était. On a l'impression que c'est surtout les directeurs de la photographie. Mario Bava était son propre directeur. Les films de Bavo, mais les films de Fischer. Aussi, oui. Et ce qui est un truc très marrant, c'est que tous les films Hammer, les films de Fischer, de Francis, tout ça, il y a des décors. Et on s'amuse à retrouver des morceaux de décors d'un film à l'autre. Ce sont toujours les mêmes, mais organisés différemment. Et on est dedans, on participe. C'est ce qui fait la beauté de la série B. C'est-à-dire qu'on peut se dire, c'est les petits budgets, donc du coup, ils font avec les moyens du bord, et ça pourrait être vu comme un défaut, mais en même temps, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un monde qui se perpétue d'un film à l'autre, et auquel on finit par croire pleinement, d'autant plus parce que on inverse le défaut, on fait du défaut une qualité. Et non seulement on y croit, mais on a l'impression de faire partie, bien sûr. De faire partie d'un groupe. D'ailleurs, chez Hammer, on travaillait beaucoup style théâtre. Il y avait une équipe d'acteurs, de techniciens, de toujours les mêmes. C'était vraiment le style plutôt théâtre que c'était une troupe. Votre compagnon avait créé Zoom. Oui. Mais Zoom photo. Oui. Le magazine Zoom. Extraordinaire magazine. Voilà. Il a fait donc qui était un prolongement midi minuit d'ailleurs. Par certains égards, on retrouve des plumes et puis de temps en temps il y a des sujets, on se dit ça c'était magnifique. Et il y a eu dans Zoom, une interview de Jean Genet avec des photos de Palestine. Quand il était à Sabra et Shatila avec les articles d'un truc de Jean Genet sur Sabra et Shatila. Et Jean Genet avait demandé à Michel qu'il fasse le chèque, il devait pour l'interview, qu'il fasse le chèque à une organisation de défense de la Palestine. Et Michel a dit, je ne peux pas, c'est pas possible, je te fais le chèque et toi tu en fais ce que tu veux, mais je ne peux pas. Et les DVD que vous mettez dans les bouquins, c'est de... Alors, ça, c'est vraiment des choses complètement inédites. Voilà.
En fait, dans Midi Minuit, quand on lit la revue, on tombe souvent parfois sur des articles, sur des tout petits films obscurs, des courts-métrages. Et à l'époque, c'est vrai que certains étaient même allés jusqu'à se poser la question de savoir si c'était pas des canulars, si l'équipe n'inventait pas ces films que personne ne voyait nulle part. Sachant qu'il y avait quand même des choses un peu accrocheuses, il y avait des trucs où... Par exemple, moi, dans le numéro 3 de Midi Minuit, j'étais tombé sur un article, enfin, comme tout le monde, un article qui parlait d'un film qui s'appelait Fantasmagorie, un film de 40 minutes tourné en 63 avec Edith Scobb dans le rôle d'une femme vampire. Edith Scobb en femme vampire, mais je veux voir ça, est-ce que ça existe vraiment, etc. Voilà, et donc il y avait un certain nombre de films comme ça. Et très rapidement, quand on s'est lancé dans l'intégrale bouquin de Midi Minuit, on s'est dit avec Michel, il faut absolument qu'on fasse des DVD, parce que de toute façon, on voulait faire pas que ce soit juste la revue, mais vraiment un prolongement et essayer de vraiment documenter tout le mouvement midi-minuiste de l'époque. Donc les gens qui, dans le siège de la revue, avaient pu passer derrière la caméra. Et moi, je me suis mis en quête de tous ces films obscurs et j'en ai trouvé plein. Par exemple, Fantasmagorie. Et comment en faisant des enquêtes, c'est-à-dire... Alina, c'est vraiment pour les courts-métrages où c'était vraiment parfois l'histoire de Dracula. Complètement improbable, parce que Fantasmagorie, j'ai fini par... j'avais un nom, c'était le réalisateur Patrice Molinard, je ne trouvais pas sa trace, puis un jour je tombe sur un bouquin, il y a des photos de lui. L'éditeur, c'est un éditeur actuel, il s'appelle Attila, et là je me dis, je contacte l'éditeur, et l'éditeur me dit, non, il est décédé, mais on a fait le bouquin en contact avec sa fille. Exactement, j'ai envoyé un mail en disant, voilà, je cherche des infos sur un film qui s'appelle Fantasmagorie, fait a priori par votre papa, et j'ai reçu un mail dans les 5 minutes, vous êtes la première personne en 50 ans à me poser des questions sur ce film, j'ai une copie à la maison, passez quand vous voulez. Voilà, en gros. Donc c'est collector en fait, ce qu'il y a dedans, c'est archi collector. Et il y a des vraies curiosités, mais il y a aussi des chefs-d'œuvre. Fantasmagorie, c'est un chef-d'œuvre sans aucun doute. Voilà. Dans le tome 3, alors il faut que je le mentionne, parce que ça c'est une autre histoire de dingue sur les courts-métrages. Ça c'est fou. L'un des cofondateurs de Midi Minuit, c'est Jean Boulet. Jean Boulet qui est donc, lui, avait 20 ans de plus que tout le restant de l'équipe. C'était un peu le parrain de la bande, celui qui apportait son savoir, et un savoir tellement fantasmatique, alors là que... Voilà, parce que c'était un fou délirant, il était le seul à avoir vu les films des années 30, les Dracula et Frankenstein à l'époque, et comme il se considérait comme étant le seul, et qu'il était effectivement le seul à en parler, et bien quand il écrivait dessus, il inventait des scènes tout droit sorties de son imagination. Donc par exemple, le Masque de Fu Manchu, il inventait des séquences d'orgies sadomasochistes délirantes avec des jeunes éphèbes offerts, des jeunes éphèbes emperlousés offerts à des caïmans. C'est les caïmans qui étaient emperlousés, pas les jeunes éphèbes. Donc ça donnait des textes complètement dingues, mais qu'on fait rêver des tas de cinéphiles qui ne pouvaient pas voir les films, parce que les films étaient quand ils les ont vus, ils étaient très déçus parce que les caïmans n'étaient pas emperlousés, et les jeunes éphèbes, on les cherche encore. Voilà. Donc mais personnage très, très important, et il a vraiment donné en fait, c'était un mystificateur terrible, mais c'était surtout un poète du fantastique. C'est parce que ses textes sont merveilleux, et il a vraiment imprégné de sa personnalité les 3 premiers numéros de Midi Minuit. Et après, il s'est brouillé avec l'équipe. Et alors, du coup, ce fameux Jean Boulet, juste après avoir quitté Midi Minuit, il s'est lancé dans un projet fou, un projet d'adaptation cinématographique en ombre chinoise du roman Dracula de Bram Stoker. Ouais. Et ça a été le début d'une histoire complètement dingue chez lui dans sa cave de la rue Gobillot, où il avait fondé un ciné-club qui était la société secrète des amis de Bram Stoker. Il avait une librairie aussi. Il avait une librairie un peu plus tard. Et donc, en fait, ce tournage-là, ça a été pendant 2 ans une histoire de fou, ça a été un atelier permanent, ça a été une utopie artistique. Et en gros, il y a plein de gens, tous ceux qui passaient par la rue Bobillot, qui aimaient le fantastique de près ou de loin, se retrouvaient la nuit à découper des figurines, des dessins faits par Boulet pour animer ce théâtre d'ombre pour lequel Boulet et Druillet. Mais voilà, parmi eux, il y avait le jeune Philippe Druillet qui avait 16 ans, qui littéralement apprend à dessiner à ce moment-là, enfin en tout cas fait ses premiers travaux artistiques. Il y a Boris Bergman, le futur parolier de Bachoun, des Aphrodite Child, etc. Et en gros, ce truc-là, ça a été une espèce de couveuse pour des talents qui ont vraiment fini par éclore les années suivantes. Ce film, c'est devenu un truc un peu mythique, sauf qu'il ne s'est jamais fini, parce que Boulet a pété les plombs pendant le tournage. C'est ce que m'a raconté Philippe Druillet. C'est le moment où il commence littéralement à traverser le miroir et à s'identifier à ses propres dessins.
Hors problème, il s'est tellement identifié à Célestin qu'il a fini par se faire refaire le visage avec des opérations chirurgicales pour ressembler vraiment au profil idéal qu'il dessinait constamment, etc. Et c'est le moment où il devient grosso modo dingue dingue. Il peut plus vivre dans le monde réel. Voilà, et ça va être, à partir de là, ça va être une espèce de course en avant où il monte sa librairie, mais comme c'est pas du tout un gestionnaire, ça va être un gouffre financier. À un moment donné, il est pourchassé par le fisc, et il finit par partir en Algérie. Il faut dire aussi un truc, c'est que il est homosexuel et qu'il se fait avoir énormément par tous les jeunes gens qui les beaux et faibles. Les beaux et faibles, terriblement. En plus, oui, parce que ce qu'il préfère, c'est les mauvais garçons, les voyous, qui meurent en Algérie, on le retrouve pendu aux portes du désert, on ne sait pas s'il s'est suicidé, s'il a été assassiné, victime d'un règlement de compte, d'une famille déshonorée, ou s'il s'agit d'un accident SN, parce que c'est très possible aussi. C'est possible que ce soit voilà. Donc voilà, alors, et en même temps, à Paris, sa librairie où il y avait ses archives, tout a été pillé à ce moment-là. Et donc, le film que personne n'a vu, y compris Druillet, qui lui-même a bossé dessus mais ne l'a pas vu, y compris Boris Bergman qui a bossé dessus mais ne l'a jamais vu, a priori le film, ce qui a été tourné, disparaît. Et moi, évidemment, quand j'entends parler de cette histoire, je me dis, mais je veux voir ce truc-là, je veux ça. Et on a enquêté, on a fini par localiser des rushs chez quelqu'un, mais qui voulait absolument pas les montrer. C'est-à-dire que c'est un collectionneur qui a aussi participé à l'époque à ce tournage, mais qui s'est approprié les rushs, parce que les rushs ne lui appartiennent pas, en réalité. Et il en faisait quasiment une affaire un peu mystique, c'est-à-dire il faut que personne ne voit ce film, il faut que la vérité, la manière dont on rêve le film est plus beau que le film est tel qu'il est, d'après lui, il fallait donc absolument pas voir ce film d'après lui. Puis on a continué l'enquête et on a fini par mettre la main sur une numérisation de ces rushs qui a quand même été faite au début des années 2000 à Beaubourg, parce que François Angelier de Mauvais Genre, France Culture, avait réussi à convaincre alors ce collectionneur de les projeter lors d'un hommage à Boulet à Beaubourg. Sauf que cette numérisation, on en avait entendu parler, mais elle avait disparu aussi. Et on a fini par mettre la main au bout de 5 ans d'enquête. On a fini par découvrir ce que c'était. Et après analyse du truc, il s'agissait non pas de rush en tant que tel, mais de chute d'un montage, a priori qui a donc bel et bien existé à l'époque, mais qui a priori aujourd'hui est perdu jusqu'à nouvel ordre. Mais à partir du moment où on a vu ces chutes de ce montage, moi les images étaient tellement belles, et puis je regarde le truc, c'était complètement désordonné, mais je me dis, mais il y a une cohérence quand même là-dedans. On pourrait presque remettre dans l'ordre cette séquence, celle-là. Très rapidement, on s'est rendu compte que le film nous appelait, il avait envie qu'on le monte quelque part. Il y avait presque quelque chose de cet ordre-là. Puis on a remonté les rushs et on a obtenu un court-métrage de 10 minutes qui était vraiment de toute beauté, quoi, vraiment. Et une fois qu'on l'a fait, moi je l'ai regardé, je sais pas, 10-15 fois d'affilée. Enfin, j'étais happé par le truc. Enfin, j'étais vampirisé par le film, comme d'autres l'avaient été avant moi. D'ailleurs. Et il y a une chose, en plus de ça, j'y ai pensé, je ne sais pas si je t'en avais parlé, dans le Dracula de Boulet, le Dracula ombre chinoise, il y a un moment Dracula chevalier. Oui. Ce qu'on ne voit dans aucun autre film, sauf le film de Coppola. Ouais. Et je trouve que ça reprend. Est-ce que Coppola connaissait ça? J'ai lancé une enquête à ce niveau-là. Voilà, parce que je trouve que ça ressemble vraiment, c'est vrai, dans aucun Dracula, sauf Coppola, et la Dracula chevalier, guerrier, enfin le vrai Dracula, le Dracula historique. Il y a vraiment un truc très profondément mystérieux sur ce film, parce que déjà il y a un truc magique, c'est le film qui a vampirisé son propre auteur, c'est le film qui a donné naissance à Druillet, à Bergman, et quand on parle avec Druillet, il dit, moi à mon baptême, les rois mages c'était le comte Dracula, etc. Enfin, il le présente vraiment comme ça, donc c'est vraiment le film était une sorte d'invocation de Dracula dans une cave, parce que de toute façon les ombres chinoises ça relève de la magie, à l'origine c'était une cérémonie d'invocation des morts, quand même. C'est ça les ombres chinoises, historiquement parlant. Et puis c'est l'époque aussi où Jean Boulet côtoie Kenneth Sanger. Kenneth Sanger, un grand cinéaste luciférien, dont les films sont des cérémonies d'invocation. Vraiment tout un délire un peu de cet ordre-là. Et c'est vrai que donc on a fini par monter ce film. Donc je l'ai projeté à Philippe Druillet quelques jours après. Ça a été un moment très très émouvant parce que il a été totalement silencieux pendant les 10 minutes du film. À la fin des 10 minutes, il m'a dit qu'une chose, c'est tu me le remets. Je le repassais. À la fin des 10 minutes, tu me le remets. J'y allais littéralement. C'était le truc qu'il ne pensait jamais voir de sa vie finalement. C'était qu'il n'avait jamais vu. Et voilà, c'était sa naissance artistique. Et il était soufflé parce que c'était beaucoup plus beau
est beaucoup plus abouti que tout ce qu'il avait imaginé, quoi. Et il y avait vraiment quelque chose de très beau et de très émouvant. Après, tu parlais du Coppola. Oui. Ça, c'est encore un mystère de plus. Le film de Coppola, donc, qu'il fait pour les 100 ans de Dracula, d'ailleurs, qui correspondent aux 100 ans du cinématographe. L'idée de génie de Coppola, c'est de faire un film qui reprend tous les Dracula de l'histoire du cinéma et de faire une histoire du cinéma à partir de la figure de Dracula. Pour nous, les DVD, c'est beaucoup plus qu'un bonus au texte. C'est vraiment un prolongement du midi-minuisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce travail d'archéologue avec les films. Oui. Moi, j'essaie d'être à la hauteur du travail qu'ils ont fait en étant moi-même archéologue. C'est vrai, recherche du film c'est vrai que ça a été un travail d'archéologie, Midi Minuit, au moment où ça s'est fait. C'est grâce à Midi Minuit qu'on a vu enfin les copies intégrales de King Kong en France. Parce que jusque dans les années 60, King Kong, déjà, c'était passé juste dans les années 30, puis il y a eu quelques séances dans les années 40, 50, mais vraiment très épisodique, mais c'est à partir du moment où Jean-Claude Romer et Michel Kant décident de le ressortir en salle via le studio de l'Étoile qu'on voit enfin la première bobine de King Kong avec tout l'aspect crise sociale à New York, la petite voleuse de pommes et qui va faire du cinéma et tout ce qui donne finalement aussi son côté film d'actualité et presque politique à King Kong, quoi. Redécouverte de Zaroff, Les Chasses du comte Zaroff, du Frankenstein de Whale. C'est Midi Minuit qui fait découvrir Georges Romero en France. Sans Midi Minuit, peut-être que ce serait jamais sorti ici, La Nuit des Morts Vivants. Et La Nuit des Morts Vivants, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est un grand film à beaucoup de points de vue d'ailleurs. C'est au point de vue de l'histoire, du thème, et au point de vue politique aussi. Connu moyen, le noir et blanc est formidable. Et alors quand vous faites une soirée, là, vous étiez une soirée, c'est ça, une fois au cinéma. Alors c'était au Champeau, c'était une nuit midi minuit. Il y avait des courts-métrages dans une première partie et ensuite des films des années 40. Il y a eu La main du diable de Tourneur, Fiancé des ténèbres de Serge de Poligny, et dans l'autre salle il y avait Les yeux sans visage et le diabolique Dr Z. Mais ça, c'est organisé, c'est vous qui l'organisez? Oui, c'est ça. Avec le Champeau. Et c'était très bien. Moi, j'aime beaucoup les nuits cinéma parce que on voit les habitués qui arrivent avec leur couverture, leur thermos de café, tout ça. Ah oui. Oui, parce que c'est avec le petit-déj offert. Le petit-déj est offert le matin, mais ça... Moi, l'un des gros plaisirs aussi de toute cette réédition, c'est tous les événements qu'il y a autour, parce que c'est là que je m'aperçois à quel point, on a vu juste il y a 7-8 ans quand on a lancé ça, c'est bel et bien vivant au final. Il y a des gens, pour les dédicaces, ça c'est une chose, mais tout ce qu'on fait avec les DVD, donc on retrouve des films, on les restaure en haute définition, ce qui fait qu'on a des copies qu'on peut passer en salle. On fait ça aussi en partenariat avec les archives du film du CNC, on a retrouvé des films, des négatifs de films grâce à eux. Et donc du coup, tous ces films qui à l'époque ont été vus par 5-10 personnes, parfois juste par un rédacteur de Midi Minuit dans une séance privée. Qui en parle en séance privée, oui, je l'ai vu en séance privée, plus personne ne l'a revu. Voilà. Et par moments, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on se pose la question, il a rêvé. Voilà, mais désormais, ces films, on peut les revoir en salle, c'est-à-dire qui fait qu'en fait, ces films, désormais sont vus, quoi. Ils existent. Et à la nuit du cinéma, à la nuit Midi Minuit, il y avait le public était très jeune. Oui. Et demandait. Et des nuits, il y en a souvent. Souvent, non. Alors, des nuits Midi Minuit, là c'était la première, mais après des soirées Midi Minuit, on en a fait quand même pas mal. Ouais, on a pas mal de soirées en festival, ça c'est une chose. Première, le tome 1 est sorti au Luxor, au cinéma Le Luxor, où il y avait une soirée Midi Minuit pour la sortie du... Le tome 2, je sais, au Champeau, et le tome 3, c'est Club de l'Étoile. Et en fait, vous avez trouvé un éditeur facilement quand vous avez eu cette idée-là? Ça s'est passé super bien. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a un éditeur qui est vraiment exemplaire sur ce travail, c'est Rouge Profond. Et il est aussi dingue que nous, en fait, pour être tout à fait honnête. D'abord, c'est un éditeur très professionnel qui fait des super bouquins de cinéma. C'est un des éditeurs de cinéma les plus importants aujourd'hui. Mais au-delà de ça, moi, quand je lui ai fait la proposition d'une intégrale en plusieurs volumes augmentés avec des DVD, ça paraissait un projet complètement fou, il m'a fait une réponse très simple, c'est projet génial, parlons-nous vite. Le lendemain, on s'appelle, on passe 1h30 au téléphone, et 15 jours après, il nous avait envoyé les contrats. On s'est d'abord rencontré avec Michel et lui, et 15 jours après, les contrats étaient lancés. Et voilà, c'est-à-dire que j'ai jamais eu à me battre pour le convaincre de quelque chose. À un moment donné, moi je lui disais, il faudra absolument qu'on arrive à mettre à l'intérieur du bouquin les couves originales de Midi Minuit en couleur, parce que sinon on dénature complètement. La couleur c'est important, ce qui fait partie du côté pop de la revue. Et il me dit,
Est-ce que ça arrive tout le temps au même nombre de pages? Est-ce que chaque numéro fait 100 pages, mettons? C'était pour pouvoir fixer un chemin de fer où il y aurait tant de pages couleur. Je dis, bah non, je m'attendais à ce qu'ils me disent, bah bon, bah, on va être obligé de le faire en noir et blanc, là. Il me dit, bah non, bah, on va être obligé de le faire entièrement en couleur, du coup. C'était la musique du film Fantasmagorie qui a été évoquée donc dans cet entretien et qui est inclus dans le DVD bonus qui est dans le tome 2 des rééditions de Midi Minuit. Voilà, j'espère que vous avez bien écouté cette retransmission de l'interview de Geneviève et son jeune ami universitaire, et qu'ils ont éprouvé le même plaisir que nous. Vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins sans foi, sans loi, sans courbette, l'émission Aracaille, du mardi 12 février 2019, et qui a terminé son petit parcours artistique avec cette évocation de la vie de ce magazine Midi fantastique, avec Geneviève et Nicolas. Voilà. Tout de suite, on passe à la suite de nos petites affaires, en vous causant des expositions. Alors, des expositions. Là, j'ai été chercher quand même de nouvelles expositions, parce qu'il faut un peu quand même se renouveler. Donc, il y a une exposition Viviane Mayer. Viviane Mayer, on en avait parlé il y a quelques années, à l'occasion du film qui s'appelait, je crois, La recherche de Viviane Mayer, où un brocanteur avait trouvé des morceaux de photos, plein de négatifs photos, et qu'il avait amené sur la piste de cette femme, Viviane Mayer, qui était une photographe hors pair, une photographe qui avait photographié partout aux États-Unis, et qui était gardienne d'enfants, et qui en fait avait fini dans la misère. Et là, en fait, on a retrouvé des clichés couleurs. Donc, en fait, maintenant, ces clichés couleurs vont être exposés à Paris, à la galerie Eau Douche La Galerie. C'est à Paris, donc jusqu'au 30 mars. Et ça s'appelle The Color Work. Alors, l'adresse de la galerie, c'est Les Douches La Galerie, 5 rue Le Gouvet, dans le 10e arrondissement. Et donc, c'est gratuit. Ça, c'est intéressant. Et c'est l'occasion de voir ces clichés couleurs de Viviane Mayer, justement, où là, il y a toujours aussi ce côté photographie sociale, où elle filme beaucoup les personnes, en fait. Là. Alors, une autre expo, c'est justement Geneviève qui nous en avait parlé, c'est au Petit Palais, c'est Jean-Jacques Lequeux. Jean-Jacques Lequeux, bâtisseur de fantasmes. Alors, Jean-Jacques Lequeux, il est né en 1757 et mort en 1826. Et donc, il y a toute une exposition qui lui est consacrée. Et en fait, c'était un dessinateur hors pair qui a beaucoup dessiné aussi l'architecture. Donc, c'est au Petit Palais, c'est jusqu'au 31 mars. Une autre exposition que j'avais notée, c'est Édouard Rioux. Édouard Rioux, c'est le premier illustrateur des romans de Jules Verne, qui donc a passé son enfance au Havre. Et il y a la bibliothèque Armand Salacrou, donc au Havre, qui lui consacre une exposition. Il faut savoir qu'Édouard Rioux donc, a été caricaturiste dans des revues satiriques telles que le Journal pour rire de Philippon ou le Journal amusant de Nadar, et que c'était également un élève de Gustave Doré. Donc ça, c'est jusqu'au 27 avril 2019. Voilà, et vous écoutez donc Radio Soupente, qui est la station des Rapins sans foi, sans loi, sans courbette, qui émet depuis un Garni et diffuse sur Internet aracaille.fr. C'est tout simple, aracaille.fr. Et on remercie, en passant par la Lorraine avec nos sabots, Claude et André de La Nation, Karine, dites Karine Ouzette, il ne faut pas être déprimé, Karine Ouzette, la vie est belle et c'est tant mieux. Marie-Christine Béguet, une graveuse émérite du Gard, qui crèche dans un petit bled qui s'appelle Pigeot dans le Gard, et qui a un atelier magnifique dans le coin. Christiane, qui fait de la propreté dans une librairie bien connue de la rue Amelot, Christiane, dont on n'a pas trop de nouvelles, puisqu'on est un peu déconnecté de ce milieu. Claude et William, nos auditeurs brestois, chers auditeurs brestois, Jean-Paul Souvraz, un peintre nordiste qui habite à Coudekerque-Branche, pas loin de Dunkerque, justement, une charmante petite maison du Nord en briques, avec un jardinet derrière qui donne sur une cuisine,
jardinets magnifiques. Voilà, comme il y en a dans le Nord, ou il y en a en Angleterre, c'est exactement les mêmes, à Londres. Claudine, copine à ma camarade Piquécou, qui a une bibliothèque d'art, quelque chose de carabiné, comme qui dirait qui me fait baver. Annick, une militante qui se démène pour justement essayer de défendre l'idée que la Palestine est un pays, que ce n'est pas simplement une colonie, et qu'en plus d'être une colonie, c'est surtout un pays. Voilà. Et notre Sabinin préféré, Jean-Claude, Jean Peduzzi du Val d'Oise, qui nous envoie des infos de temps en temps. Il n'y en a pas eu cette semaine, hein, Jean. On a la rame. Corinne, une tapissière bien de chez nous. Non, je déconne complètement. Mais une tapissière qu'on aime beaucoup aussi. Donc, une tapissière, qu'est-ce qu'elle fait? Une tapissière, elle fait pas que de la tapisserie, elle fait de la broderie aussi. Voilà. Et Joël, notre Arlésienne du Caire, qui en ce moment hante le désert malien. Voilà. Sabine, Anne-Emmanuel et Frédéric, qui sont des artistes qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, avec Sabine, Anne-Emmanuel, Corinne et ma camarade et moi, on va faire une petite bouffe bientôt. Parce que c'est Anne-Emmanuel, je crois, qui va s'y coller pour faire un pot-au-feu. Slurp, slurp. Juliette Planck, une graveuse aussi, qui est reléguée à Rochefort-sur-Mer, mais je sais pas ce qu'ils ont tous à se tirer de Paris, enfin bon. Ouais. Clément, un graveur aussi qu'on aime beaucoup, mais qui a complètement disparu des écrans radars, on ne sait pas ce qu'il vient, ce qu'il fait, si même il est toujours vivant. Agnès Dubar, une graveuse du Schnorr, exilée, elle aussi, dans un trou du cul du monde de l'Ariège. Non, mais, voilà, alors pour aller la voir, quand elle était à Lille encore, ça allait, parce qu'on aime bien aller à Lille, puis il y a des expos et tout, on y va de temps en temps, mais maintenant, on va pas aller dans l'Ariège. Frédé et Geneviève, des carnétistes tribulants, dont on n'a pas de nouvelles non plus. Frédé, on s'inquiète, ma camarade lui a envoyé un mail, pas de réponse, on ne sait pas où elle habite, ce qu'elle fait, Bon, alors si tu nous écoutes, Frédé, un miracle, on ne sait jamais. Eh bien, essaye de donner tes nouvelles. Voilà. Pierre-André Languin, Thierry Morciot, un graveur belge. Alors, un graveur belge, je vous dis, comme les Belges, hein, quand ils font quelque chose, quand ils sont, oui, à la manœuvre pour de l'art, que ce soit de la littérature, de la musique, ou de la peinture, ou de la sculpture, ou de la gravure, c'est les pointures. Bon, Colette, la veuve de Odon, un grand plasticien, voilà, disparu il y a à peu près une année, voilà, et qui essaye de faire vivre l'œuvre de son mari, comme Jacqueline Imbert essaye de faire vivre celle de Raymond Imbert, son compagnon disparu aussi. Ces deux nanas qui se démènent, mais alors vraiment, c'est exemplaire, c'est vraiment touchant en plus, de voir de quelle manière elles ont pris en main les destinées des œuvres de leur mari. Liliane et Laurence, Liliane et Laurence, ce sont deux sœurs, qui écrivent sous le pseudo de Claude Isner des polars qui déménagent. Non, mais vous verriez les deux sœurs, vous feriez difficilement la relation entre elles et l'écriture de polars. Et pourtant, elles écrivent des polars et ça fonctionne. Elles en sont à combien? Oh, une quinzaine au moins. Au moins une quinzaine. Là, et puis c'est pas fini. Elles en ont encore un sur le feu là. Il y en a un qui vient de sortir et il y en a un autre sur le feu, la suite du précédent. Et la poule aux œufs d'or qui vient de sortir. Et on peut préciser que c'est Laurence qui nous a fait rencontrer donc Geneviève. C'était l'institutrice de ses enfants. Voilà. Vous voyez donc comment les choses, le monde est si petit. Michel Pellois, un peintre, mon voisin du dessus, qu'on a reçu à Radio Liberté, à l'autre radio, et à la langue qui a surfait. Marie-Christine Perrondet. Tiens, pourquoi ça a disparu le ET? C'est ET, hein. Perrondet. Et Christophe, son compagnon, qui sont des militantes chez Militants, qui sont tous les samedis sur les Champs-Élysées pour participer à la manif des Gilets. Voilà, faut voir, hein, le couple infernal.
Larousse flamboyante, voilà, qui est toujours en place dans une radio concurrente et qui fait des émissions magnifiques, dont Flemmardise pour les grands, parce que l'autre émission, c'est pour les petits ou leurs parents. Aude, qui aussi anime, ou animait, je ne sais plus, une émission à cette radio concurrente, qui est une psychologue qui est engagée évidemment dans la préservation de la collection, enfin des œuvres plutôt de l'atelier du non-faire à Maison Blanche, voilà. Atelier qu'on a visité, dont on a fait une émission aussi magnifique. Travail de tous ces bénévoles qui se sont démenés pendant des années, pendant plus de 30 ans, 40 ans, pour faire vivre cet atelier du non-faire. José Arthur du Mélange, toujours sur une radio concurrente, et Thierry de Trafic, toujours sur cette radio concurrente. Il y en a encore quelques-uns, des biens sur cette radio. Voilà. Et l'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr. Et salut tout le monde, je vais rentrer dans ma coquille d'escargot pour attendre la prochaine émission qui sera mardi prochain. Voilà, bonne semaine à tous. J'espère que qu'on a su vous faire partager toute cette émotion que Geneviève nous a transmise au cours de cet entretien. Bonne semaine à tous, au revoir. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté libre, et chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré